Le Parti québécois a présenté une conférence sur les finances d'un Québec indépendant le 22 février dernier à Brownsburg-Chatham. Je suis en compagnie du co-porte-parole en matière d'économie du Parti québécois, donc Gabriel Coulombe, pour parler ensemble de la conférence que vous avez tenue le 22 février dernier à la salle donc communautaire Louis-Renault à Brownsburg-Chatham. Parlez-nous un peu de cette conférence. Ça abordait quel sujet? Les finances, bien entendu. Oui. Donc, les finances d'un Québec indépendant, en fait, c'est aussi connu sous le nom de budget de l'an 1, donc un exercice qui a été fait à 6 reprises. La dernière édition, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui, à titre de chef du Parti québécois, s'était dit que, donc, évidemment, pour convaincre les gens de vouloir embarquer dans le projet de pays, donc, il faut absolument donner leur juste par rapport à quoi ressemblerait la situation financière d'un Québec devenu indépendant. Donc, en gros, c'est de prendre les cadres financiers des gouvernements du Québec et du Canada et, autrement dit, de se poser la question, est-ce que ça balance si le Québec doit assumer l'entièreté des responsabilités qui actuellement sont assumées par Québec, mais également celles qui sont assumées par le gouvernement fédéral, parce qu'à chaque année, autour de 86-87 milliards de dollars qu'on envoie à Ottawa, qui va nous redonner quelques services, donc en assumant nous-mêmes au Québec ces services-là. Autrement dit, est-ce que le budget balance? Donc, c'est ça le cadre de l'étude qu'on a effectuée. Et donc, selon votre étude, c'est viable? Comment est-ce possible? Donc, donnez-nous un peu les grandes lignes de ce constat-là. Oui, donc effectivement, c'est viable dans le sens où c'est la 6e fois que cette étude-là était faite. Puis c'est une étude qui est intrinsèquement objective en ce sens qu'il n'y a pas de choix politiques qui sont faits. Donc, peu importe qu'on soit en accord ou non avec les dépenses qui sont faites par les gouvernements du Québec et du Canada, on assume qu'on les reprend intégralement. Donc, c'est vraiment dans une perspective pour donner leur juste à la population. Ce modèle-là avait été élaboré sous le gouvernement libéral de Robert Bourassa au début des années 90, dans la foulée de la commission Bélanger-Campeau qui visait justement à donner un portrait représentatif de la situation. Donc, ça a été reconnu par l'Assemblée nationale à l'unanimité à l'effet que la situation d'un Québec indépendant serait viable sur le plan financier. Puis, essentiellement, c'est en grande partie en raison des éliminations, des dédoublements et des chevauchements, parce que, faut le rappeler, à Québec et Ottawa, bon, on a, par exemple, deux ministères du Revenu, deux conseils du Trésor, deux ministères de l'Environnement, deux ministères de la Santé. Donc, beaucoup de dédoublements comme ça qui sont faits. Et dans le cadre de notre étude, on a estimé entre 9 et 11 milliards de dollars que le fait d'être indépendant et de ne pas avoir ces dédoublements-là, ça nous permet d'engranger donc le fameux mythe à l'effet que le Québec serait dépendant des versements de péréquation. Ben, on voit que, comme je viens de le mentionner, c'est un mythe parce que lorsqu'on considère l'ensemble du portrait, ben, on en retire beaucoup moins que ce qu'on y contribue à l'État fédéral. Donc, en étant indépendant, en prenant nos décisions nous-mêmes, ça nous permet d'économiser énormément d'argent, justement là, via la fin de ces dédoublements-là. Et vous, c'est depuis quand exactement que vous faites une tournée pour faire cette présentation-là de cette conférence? Oui, moi j'ai commencé, c'est à l'automne 2023, donc j'ai fait un petit peu moins de 35 présentations comme ça, donc c'est vraiment c'est des gens qui organisent la présentation, qui m'invitent, donc moi je vais pas solliciter ça, c'est vraiment une demande qu'on observe là dans la population, d'en savoir davantage sur ça, parce que veut pas, c'est une dimension qui fait peur. Hein. Souvent, l'indépendance, on va dire, on est en faveur de tout ça parce que on n'a pas d'avenir linguistique, on n'a pas d'avenir culturel dans le Canada, alors que la situation financière, c'est un petit peu plus compliqué. Puis le cœur de la présentation, c'est de dire que on ne devrait pas souhaiter l'indépendance malgré les impacts que ça pourrait avoir sur notre situation financière.
on devrait la souhaiter parce que ça va nous permettre de dynamiser notre économie et de gérer plus efficacement nos finances publiques avec de façon beaucoup plus judicieuse parce que c'est ça qu'on a observé dans les dernières années. Il y a énormément d'argent qui est gaspillé, il y a énormément d'argent qui est dépensé pour des raisons relativement arbitraires et idéologiques par Ottawa et on se pose pas la question, mais est-ce qu'on tire vraiment notre épingle du jeu en appartenant au Canada sur le plan financier? Et ce qu'on constate, c'est non, ce n'est pas le cas parce que, autrement dit, on envoie beaucoup plus à Ottawa que ce qui nous revient au global lorsqu'on considère l'ensemble du portrait. Et on a entendu également là, dans les dernières années des affirmations le fait que oui, mais là, le Québec doit continuer d'appartenir au Canada parce que le Canada dépense davantage au Québec. Mais le fait est que dans les dernières années, la raison pour laquelle Ottawa dépensait davantage au Québec, c'est essentiellement en raison de l'endettement. Donc, Ottawa a endetté les Québécois en utilisant leur carte de crédit sans nous demander la permission. Donc, c'est pour ça que ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas parce que le gouvernement fédéral gère un plus gros budget, un plus gros territoire, une plus grosse population, une plus grosse économie, qu'il gère nécessairement mieux les finances publiques. C'est même exactement le contraire qu'on a observé. Donc, un État qui est structurellement dysfonctionnel. Donc, ce qu'on constate avec l'étude qu'on a faite, c'est que l'indépendance, c'est pas, ça réglerait pas tous les problèmes. Là. C'est pas la solution magique qui va nous permettre là, du jour au lendemain de plus avoir nos problèmes, mais ça va nous permettre d'avoir le plein contrôle de nos leviers puis de régler ces problèmes-là beaucoup plus efficacement. Donc, c'est vraiment une responsabilisation de la gestion des finances publiques. Si je me fais aussi l'avocate du diable, je regardais dans la presse du 16 octobre 2024, on y retrouvait des économistes, vous êtes bien au courant de ce que je vais vous parler, qui ont fait une critique en fait, qui ont dépeint cette étude comme n'étant pas un documentaire rigoureux et qu'il s'agissait d'un argumentaire politique dont les fondements économiques sont extrêmement fragiles. Vous, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Donc, ça fait quelques temps de ça. Donc, Oui. on se retrouve quelques mois plus tard. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette critique sur Oui. l'étude? C'est en fait la critique qui a été faite ne repose pas sur un argumentaire objectif, en ce sens que je le rappelle, l'étude qu'on a faite, elle est basée sur une méthodologie qui a été élaborée sous Robert Bourassa. Donc, il ne voulait pas convaincre les gens de l'indépendance, il voulait simplement avoir leur juste. Donc, c'est une méthodologie qu'on appelle pro forma, comme je disais, c'est ça vise à ne faire aucun choix politique, aucun choix budgétaire. Donc, c'est intrinsèquement objectif là, de par la nature même de l'analyse, ce qui n'était pas le cas de la critique. Évidemment, toute critique est légitime, elle est bienvenue, mais du côté des gens qui ont fait cette critique-là, il y avait énormément de choix politiques, de choix arbitraires qui étaient faits justement pour rendre la situation pire qu'elle était en réalité. Donc, on nous accusait de vouloir dépeindre la situation comme étant rose bonbon, pour reprendre les termes là, qui étaient utilisés par nos adversaires. Mais le fait est que ça ne pouvait pas être le cas parce qu'on a utilisé une méthodologie qui est objective, qui ne nous permettait pas, qui ne nous donnait pas la latitude d'embellir ou d'empirer le portrait, alors que c'est exactement ce que nos adversaires ont fait, donc de mettre la situation pire qu'elle était, évidemment, pour susciter cette peur-là que certaines personnes peuvent ressentir envers l'indépendance sur le plan économique et financier. D'accord. Et si on en apprend un peu plus aussi sur vous, donc vous êtes, comme je le disais, co-porte-parole en matière d'économie, mais vous êtes aussi également un professeur. Donc, parlez-nous un peu de vous, de ce que vous avez fait pour le Parti québécois. Depuis combien de temps vous êtes impliqué aussi? Oui. Ben moi, j'ai travaillé là, au cabinet de Mme Marois lorsqu'elle était première ministre là, dans la période de 2012 à 2014. Par la suite, là, je suis retourné là, à l'enseignement, Université Laval, Cégep Garneau, je suis à l'emploi présentement. J'ai été candidat pour le Parti québécois aux élections générales de 2022. Puis, en fait, les co-porte-parole extra-parlementaires, c'est une initiative là, de Paul Saint-Pierre Plamondon qui, devant le résultat un peu décevant là, avec seulement 3 députés, voulait avoir des gens pour l'épauler au quotidien sur certains enjeux. Donc, les co-porte-parole, on est des gens qui, on a été
candidats. La majorité d'entre nous allons l'être à nouveau là, en 2026. Donc, moi, j'ai été nommé co-porte-parole sur les enjeux en lien avec l'économie. J'ai notamment été amené à collaborer à cette mise à jour-là là, du budget de l'an 1, les finances sur le Québec indépendant. Donc, j'ai fait, comme je disais, là, environ 35 présentations là-dessus. Je collabore avec le parti là, de façon ponctuelle lorsqu'il y a des besoins sur les enjeux économie, finances publiques. Et vous allez vous représenter à nouveau en novembre, Euh, en octobre 2026, oui. oui, c'est ce qui est dans les cartons. J'ai pas encore là, de circonscription, de scoop sur ce plan-là, mais c'est effectivement là, quelque chose que je souhaite et on travaille en cette direction-là. Oui, si on parle aussi brièvement de l'élection partielle, donc du 18 mars, il y a eu donc une nouvelle députée qui est entrée à l'Assemblée nationale. Vous voyez ça d'un bon œil si on se fie au sondage ou sur le site Internet de Québec 125, ça l'augure bien pour le Parti québécois en ce moment. Oui, c'est ça. C'est cinquième député, en fait, là, Cinquième, ouais. Mme Catherine Genticor, Pascal Paradis dans Jean Talon, qui était arrivé comme étant le quatrième. Mais oui, ça démontre vraiment que il y a vraiment un engouement pour le Parti québécois. Puis ce qui est difficile présentement, c'est qu'à j'allais dire 4 joueurs, maintenant 5, doivent faire littéralement le travail d'un gouvernement en attente. Donc, les attentes sont énormes. Il y a énormément de pression, de demandes pour les 5 députés actuellement. Mais de façon plus générale, c'est ça. Évidemment, c'est une partielle. Il faut rester humble avec ce genre de résultats-là, mais c'est très encourageant parce que on a vu, ça a été une victoire éclatante là, autour de 53% pour le Parti québécois qui a devancé la CAQ qui était sous la barre des 30%. Et pour les autres partis, ça a été très difficile donc de mobiliser leurs électeurs. Mais c'est véritablement dans cette dynamique-là qu'on sent sur le terrain qu'on est un gouvernement en attente. Donc, ça va faire énormément là, de bien à l'équipe là, de pouvoir compter sur une ressource supplémentaire. Puis, bien comme on sait, ben, il risque d'y en avoir d'autres partiels là, dans les prochains mois. Alors, nous serons présents sur le terrain sans aucun doute.